2 administrateurs ont été nommés par ordonnance présidentielle au nouveau département d'intelligence économique et financière de l'ANER et le juge Kamuleta a été également investi comme président de la Cour constitutionnelle. Procès Constant Mutamba alors que l'instruction reprend ce mercredi avec les auditions des témoins. L'ancien ministre de la Justice a récusé le juge Justin Kibomba Moke et Thomas Ochudi Wongodi Okita pour partialité, inimitié personnelle et intimidation. Certains témoins défilent pour l'audience. Le Japon commémore ce mercredi le largage il y a 80 ans de la bombe atomique sur Hiroshima dans une cérémonie réunissant un nombre record de pays sur fond d'appel à abandonner l'arme nucléaire. Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour vous informer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé 2 administrateurs principaux, chefs de département de l'Agence nationale de renseignement. Selon l'ordonnance lue hier sur la chaîne nationale, Charles Théophile Kalala Musungu a été nommé administrateur principal, chef du département du service intérieur, et Gaston Piemamikobi, administrateur principal, chef du département du service extérieur. Ces 2 personnalités évolueront au sein du nouveau département de l'ANER, baptisé département d'intelligence économique et financière. À travers ces ordonnances, le président de la République a investi également le juge Dieudonné Kamuleta comme président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo après son élection en juillet dernier. En justice, l'ancien ministre de la Justice a récusé les juges siégeant dans l'affaire qui oppose Constant Mutamba au ministère public pour un détournement de 19 millions de dollars américains, une somme destinée à la construction d'une prison à Kisangani. Le prévenu a saisi la Cour de cassation pour récuser et accuser Justin Kibomba Moke et Thomas Ochudi Wongodi Okita de partialité, inimitié personnelle et intimidation, s'appuyant sur la loi organique sur l'organisation judiciaire. Ils demandent leur remplacement immédiat pour garantir une procédure équitable. Sur place, certains témoins, dont Rose Mutombo, prédécesseur de Mutamba au ministère de la Justice, et Alexis Guizaro, ministre des Infrastructures, sont présents pour les auditions. Pour marquer sa présence dans les espaces liquides de la RDC, la force navale des FARDC vient d'être dotée des canons rapides armés. L'échantillon a été officiellement remis à la force navale par le chef de l'état-major général des FARDC au Beach Majestic River. Le lieutenant-général Bonza Mwilambo Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a officiellement remis un canon rapide armé à la force navale. Cette unité flottante, la première d'un lot de plusieurs autres, est destinée à renforcer l'autorité de l'État à travers les différents cours d'eau de notre pays, particulièrement au pôle Malébo. La cérémonie a eu lieu ce lundi 4 août 2025 au Beach Majestic River, dans la commune de la Gombe. La dotation de ces canons rapides à la force navale entre dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC pour son armée. La vision de construire un grand outil de défense au service du peuple congolais. Les clés de ces speedboats ont été officiellement remises au vice-amiral Kouyandi et Mehdi Albert, chef d'état-major de la force navale, par le lieutenant-général Bonza Mwilambo Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une promesse du commandant suprême parmi tant d'autres qui doivent arriver. C'est aussi pour marquer pour notre visibilité sur nos espaces liquides et aussi tout marquer, faire une permanence sur zone. Ce n'est pas l'unique unité, il y en a encore tant d'autres qui doivent arriver. Nous voulons être présents partout en République démocratique du Congo où nous devons sécuriser nos espaces liquides. Ces speedboats sont équipés de 2 moteurs de 250 chevaux chacun. Ils sont montés d'une mitrailleuse de calibre 12,7 mm et de 2 armes PKM. Pour se rendre compte des performances de ce type d'engin, le chef d'état-major général, ses 2 adjoints et d'autres officiers sont montés à bord de l'un des speedboats. Une démonstration a été réalisée dans la baie d'Ngaliema sur le fleuve Congo. Les marins eux-mêmes ont continué à s'entraîner pour maîtriser l'engin.
Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé la cérémonie de remise-reprise marquant l'installation officielle de André Ouamesso en tant que gouverneur de la Banque centrale du Congo. À cette occasion, le ministre des Finances a salué le loyaux service rendu à la nation par l'ancienne gouverneure Malangou Kabedi, première femme à avoir dirigé la Banque centrale du Congo, ainsi que son apport dans le rétablissement des équilibres macroéconomiques autrefois rompus. Doudou Fwamba a enjoint le nouveau gouverneur à préserver les pouvoirs d'achat. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likondeli Botaï, a présidé la cérémonie des remises et reprises à la Banque centrale du Congo, installant officiellement M. André Ouamesso comme nouveau gouverneur de l'institution. Il a appelé au nouveau gouverneur de renforcer la coordination des politiques monétaires et budgétaires dans l'optique de maintenir les équilibres macroéconomiques et préserver le pouvoir d'achat. La réussite des missions que vous aurez à mettre en œuvre va non seulement permettre à ce que notre pays puisse réaliser les premiers piliers de notre programme d'action du gouvernement PAC 2024-2028, qui est plus de pouvoir d'achat, plus d'emplois pour nos populations. Et cela passe par la stabilité du cadre macroéconomique. Ainsi, nous sommes convaincus que la meilleure coordination entre les politiques monétaires qui sont mises en œuvre et concis et mises en œuvre ici et celles budgétaires qui sont pilotées par le gouvernement va permettre à consolider les résultats mais également à les améliorer. Doudou Fwamba n'a pas manqué l'occasion de tarir des éloges à la gouverneure honoraire en mettant à son actif des exploits réalisés. Vous avez été de toutes les batailles du gouvernement dans le rétablissement des équilibres macroéconomiques autrefois rompus. Vous avez, par votre concours et par les politiques monétaires qui ont été mises en œuvre ici et leur coordination avec les politiques budgétaires du gouvernement, concourir au requis du rythme de formation des prises intérieures que nous avons constaté depuis le mois de juin 2024, aider le gouvernement à garantir la stabilité du pouvoir d'achat de nos populations à travers la stabilité du taux d'échange, qui en 2023 a pu constater une dépréciation de la monnaie autour de 6,2%, alors que depuis le début de l'année, nous sommes en deçà de 1%, montrant ainsi l'efficacité des politiques qui ont été mises en œuvre ici. Doudou Fwamba a à cette occasion souligné la qualité, la coordination des politiques conjoncturelles entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, laquelle a permis de casser les rythmes de formation des prix intérieurs et de garantir la stabilité de la monnaie entre juin 2024 et juillet 2025. Merci. En prélude de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, a lancé les préparatifs de cette célébration au siège de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Le siège de l'UNESCO à Kinshasa a accueilli la première réunion préparatoire de l'organisation de la Journée internationale de l'alphabétisation, présidée par la ministre Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Cette réunion a permis la mise en place du comité de pilotage chargé de coordonner les activités liées à la célébration. Elle a également constitué un espace d'évaluation et des réflexions stratégiques pour dresser les bilans des actions menées, identifier les défis et tracer les priorités pour l'exercice 2025-2026. Pour Saï Saïp, chef des sections éducation, le thème retenu pour cette année est promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique, insistant sur les rôles des outils numériques pour toucher les populations marginaliser et améliorer l'accès à l'apprentissage des bases. Prenant la parole, la ministre Nathalie Aziza Mounana a réitéré l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement souminois à bâtir une société plus instruite, plus équitable et plus durable, en faisant de l'alphabétisation un droit fondamental et un levier de transformation sociale. Il est crucial de soutenir la récupération des enfants, jeunes adultes non scolarisés et analphabètes, notamment à travers l'alphabétisation, le rattrapage scolaire et la formation professionnelle. Les activités prévues dans le cadre de cette célébration sont suivies de près par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui souligne la nécessité de renforcer la synergie avec nos partenaires pour réduire significativement le taux de l'alphabétisme en République démocratique du Congo. La Première ministre
Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, attend également la mobilisation de chaque partenaire pour atteindre les objectifs de développement durable ODD liés à l'ANEF. La journée internationale d'alphabétisation 2025 en République démocratique du Congo s'articulera autour de 2 temps forts. Une table ronde d'évaluation suivie de la célébration officielle le 8 septembre. Elle offrira également un cadre de plaidoyer en faveur d'un engagement renforcé des partenaires techniques et financiers, ONG, ASBL. Au Cameroun, Maurice Kamto a été exclu de la course à la présidentielle d'octobre 2025. C'est le Conseil constitutionnel qui a confirmé le rejet de sa candidature de l'opposant au président sortant Paul Biya et candidat à sa propre succession. Il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle fixée au 12 octobre 2025. Maurice Kamto, principal opposant au pouvoir de Paul Biya au Cameroun, a vu le recours de sa candidature être rejeté ce mardi par le Conseil constitutionnel. Il s'agit, selon la plus haute juridiction du pays, d'une décision définitive et irrévocable. Elle confirme la première invalidation prononcée le 26 juillet par le Conseil électoral, une décision contestée par ses avocats qui dénoncent des manœuvres politiques. Nous pensons que nous sommes arrivés au Conseil constitutionnel ayant la certitude que le Conseil constitutionnel est beaucoup plus politique que juridique. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel a fonctionné à 3% juridique et à 97% politique. Et c'est ce qui explique la décision qui a été rendue tout à l'heure. Donc cette décision qui est beaucoup plus dominée par cette pulsion politique fait que, en réalité, on a consacré la fraude. Et c'est pour ça que nous disons que ça entache le processus électoral, qui est un processus qui se devrait d'être démocratique. Maurice Kamto était arrivé deuxième lors du scrutin présidentiel d'octobre 2018. Ancien ministre sous l'actuel président Paul Biya, il est devenu son adversaire politique direct. Il avait revendiqué la victoire de l'élection présidentielle de 2018. Après le scrutin, il était resté 8 mois en prison pour incitation à l'insurrection après des marches blanches pacifiques en contestation aux résultats. Il retrouva sa liberté quelques mois avant les élections municipales et législatives de février 2020 qu'il a décidé de boycotter. L'ancien président du mouvement pour la renaissance du Cameroun avait cette fois déposé sa candidature en 2025 sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, un parti d'opposition à la fibre panafricaniste fondé dans les années 1980. Candidat à sa propre succession, Paul Biya ne retrouvera pas son principal opposant, Maurice Kamto, face à lui lors de la prochaine élection présidentielle du 12 octobre 2025. Dans l'actualité internationale, ce mercredi, le Japon commémore les victimes et les survivants du bombardement atomique américain d'Hiroshima, marquant son 80e anniversaire. Environ 140 000 personnes décédées le 6 août 1945. 3 jours plus tard, une attaque identique frappait Nagasaki, toujours au Japon, causant environ 74 000 victimes. Héritier Tamboa nous retrace cet événement tragique dans son récit. Nul ne sait exactement combien de gens sont morts à cause de ces bombardements, les archives ayant entièrement brûlé. Le nombre d'habitants de la ville n'est pas connu précisément, avait déclaré 5 ans plus tard le maire d'Hiroshima, Amai Shizo, rescapé de la bombe. Le 6 août 1945, dans l'avant-midi, la planète était entrée dans l'ère de la terreur nucléaire. Les États-Unis larguaient une bombe atomique au-dessus de la ville d'Hiroshima au Japon, tuant environ, selon d'autres sources, 140 000 personnes. 3 jours plus tard, une bombe identique frappait Nagasaki, causant la mort d'environ 74 000 autres personnes. Selon les informations, ces attaques meurtrières n'avaient pas pour but de détruire des infrastructures militaires, mais de terroriser les populations civiles afin de faire pression sur le pouvoir japonais pour qu'il capitule et mette fin à la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis voulaient éviter un débarquement massif sur le Japon qui aurait entraîné de lourdes pertes humaines dans leur rang. L'utilisation des armes nucléaires avec sa puissance de destruction massive était donc perçue comme un moyen plus rapide et moins coûteux en vie américaine pour forcer le Japon à se rendre. Des familles entières furent littéralement atomisées sous une température estimée entre 3000 et 5000 degrés Celsius, et ceci sur une surface de 12 km². Ces frappes qui ont précipité la fin de la Seconde Guerre mondiale sont les uniques occurrences où des armes nucléaires ont été utilisées en temps de guerre.
Ce mercredi, une minute de silence a eu lieu à Hiroshima à l'heure exacte du largage de la bombe atomique. Ce recueillement s'est tenu dans le cadre d'une cérémonie réunissant une centaine de pays. À cette occasion, Hiroshima a exhorté à nouveau des dirigeants du monde à agir pour renoncer aux armes atomiques. Ce même mercredi, à Hiroshima, des centaines de personnes ont protesté contre les armes nucléaires. Ils se sont rassemblés près du dôme de la bombe atomique, appelant à l'abolition totale des armes nucléaires et à la fin de la guerre, brandissant des pancartes et scandales, des slogans pendant que les commémorations officielles avaient lieu dans tous les parcs du mémorial de la... Place au rappel des titres. 2 administrateurs ont été nommés par ordonnance présidentielle au nouveau département d'intelligence économique et financière de l'ANER et le juge Kamouleta a été également investi comme président de la Cour constitutionnelle. Procès Moutamba alors que l'instruction reprend ce mercredi avec les auditions des témoins. L'ancien ministre de la Justice a récusé le juge Justin Kibomba Moke et Thomas Ochudi Wongodi Okita pour partialité, inimitié personnelle et intimidation. Certains témoins défilent pour l'audience. Le Japon commémore ce mercredi le largage il y a 80 ans de la bombe atomique sur Hiroshima dans une cérémonie réunissant un nombre record de pays sur fond d'appel à abandonner l'arme nucléaire. Dans un instant, nous allons passer à la revue de presse. C'est avec Nathan Diamouité que nous allons fêter les journaux et lire quelques médias en ligne. Bonjour Nathan. Bonjour Bédrine Kenge. On ouvre avec ce sujet, ordonnance présidentielle. Félix Tshisekedi nomme encore dans les institutions publiques. Vous l'avez dit tantôt dans votre journal, mais les journaux reviennent avec divers commentaires. Eh bien, nous commençons ces tours d'horizon avec le journal Forum des As qui fait savoir que ces nominations de haute portée politico-stratégique concernent le pouvoir judiciaire, la sécurité intérieure et extérieure, ainsi que les institutions sociales et administratives du pays. Elles s'inscrivent dans les cadres de renforcement de l'action politique et stratégique fondée sur la rigueur, la compétence et la loyauté envers la nation. Eh bien, le potentiel à travers ces titres que nous lisons sur sa une, entre continuité et réforme, Tshisekedi consolide son pouvoir par des ordonnances ciblées. Les quotidiens rapportent que l'un des points saillants de ces ordonnances est la reconduction des Dieudonné Kamouleta en tant que président de la Cour constitutionnelle. Sa reconduction est perçue comme un signal fort de continuité et de stabilité dans les systèmes judiciaires congolais et puis au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale. Tshisekedi a nommé Fidel Kiyengi en tant que représentant des organisations des travailleurs au conseil d'administration pour ce portail. Ces choix reflètent la volonté du pouvoir exécutif d'impliquer davantage les partenaires sociaux dans la gouvernance des structures liées à la protection sociale. Et enfin, dans les secteurs de la sécurité, l'Agence nationale de renseignement connaît un profond remaniement avec la nomination de 2 figures expérimentées à la tête de ces 2 départements principaux. Entre-temps, Bédrine, ce journal souligne que du côté des citoyens, l'attente est grande, notamment la lutte contre la corruption, l'amélioration des services publics, la sécurité et la justice équitable demeurent des priorités absolues. Sortie imminente du gouvernement souminois 2, Félix Tshisekedi face à la population, la société civile, l'opposition, ainsi que ses partisans de l'Union sacrée. Tout à fait, Bédrine Kenge. Au regard de l'impératif de priorité dans le pays, la sortie du nouveau gouvernement demeure à la une de journaux. Eh ben, le Nouvel Observateur titre sur sa manchette « Gouvernement souminois 2 ». Il y aura-t-il encore
de neuf? C'est en tout cas la question que ce journal se pose. Eh bien, il nous laisse comprendre dans ses pages intérieures, à travers justement ces titres, que le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé les samedis 2 août 2025 à ses partenaires de l'Union sacrée pour la nation la formation d'un nouveau gouvernement qui sera dirigé par l'actuelle première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette nouvelle a été accueillie sans enthousiasme par la grande partie des Congolais qui attendent un changement de fond dans la gouvernance de leur pays, tout en précisant que cette déception se justifie du fait que l'actuel gouvernement n'a pas marqué de son empreinte et son passage lors des actions d'éclat. Cette réunion, vous vous en souviendrez, Bédrine avec moi le week-end dernier, et c'était justement avec le membre de l'Union sacrée, nous fait savoir à travers cette caricature de la presse en ligne Mediapro, le président Tshisekedi qui a réaffirmé sa volonté de mettre en place dans les plus brefs délais un gouvernement restreint qui offrira une place importante à l'opposition et à la société civile. Sur ce mur, nous lisons réunion de l'Union sacrée, Tshisekedi annonce un gouvernement largement ouvert à l'opposition. Et là, vous voyez, lors de l'arrivée du chef de l'État qui dit « Oups, apparemment, je suis arrivé en retard là ». Et ces partisans de l'Union sacrée qui répondent « Pas du tout, Excellence, c'est nous qui avons commis la bêtise d'arriver à l'heure prévue ». Et vous voyez, ils étaient habillés en uniforme écrite Fachi. Bédrine et Kenge, le remaniement du gouvernement souminois depuis son annonce, nous rapporte cette fois le journal Les Quotidiens. Un groupe des cadres et militants de l'UDPS, le parti présidentiel basé aux États-Unis, exprime des préoccupations croissantes concernant les nominations au sein des institutions. Ces militants renchérissent ces portails, implorent Félix Tshisekedi de porter une attention particulière aux cadres qui ont démontré leur expertise dans divers domaines et qui sont prêts à accompagner le chef de l'État dans les défis de la République. On va terminer avec l'affaire Marcelo Tounassi qui défraie la chronique. Les nouveaux dossiers retracent les circonstances de la mort de la femme du pasteur. Exactement, Bédrine Kenge, l'affaire du célèbre pasteur congolais Marcelo Tounassi continue de faire en tout cas polémique, comme vous l'avez dit, dans l'opinion. Le média en ligne powermedia.net rapporte dans son article que Marcelo Tounassi s'est dit victime d'un acharnement injuste et appelle à ce que la vérité soit reconnue au-delà des intérêts matériels. Accusé dans un contexte de vive tension familiale et sociale après les décès de son épouse Blanche Tounassi, le pasteur a décidé de s'exprimer publiquement afin de clarifier sa position et répondre aux nombreuses rumeurs qui circulent. C'était justement lors du deuxième culte du dimanche dernier dans son église La Compassion située à Limete ici à Kinshasa. D'après Opinion Info, l'affaire s'est ensuite déplacée sur les terrains de l'héritage. Marcelo Tounassi affirme avoir souhaité construire une maison pour sa belle-mère sur une de ses parcelles située à Bibois, un projet entamé en mémoire de son épouse, mais selon la famille, a exigé une compensation financière de $800,000 américains au lieu d'accepter cette maison. Le pasteur dit avoir proposé $250,000 américains pour éviter les conflits. Une offre rejetée par la famille qui, selon ce propos, considère la maison comme un don personnel promis par Blanche avant sa mort. Entre-temps, sur la toile, l'opinion assiste à une divergence entre spéculation et faits réels. C'est comme ces tweets du journal, de la journaliste, Pauline Kimontou qui renseigne Paulette Kimontou, voilà, et qui rend en scène que le procureur général près la cour d'appel ne saurait demeurer inactif face à la gravité des éléments désormais portés à la connaissance du public dans l'affaire relative au décès de Madame Blanche Tounassi. Il appelle que Marcelo Tounassi ne cesse concernant ces circonstances ayant entouré la mort de cette dernière délivrer des déclarations manifestement contradictoires. À cela s'ajoute la diffusion sur les réseaux sociaux d'enregistrements audio attribués à la défunte réalisés quelques jours seulement avant son décès. De son côté, Actualité en point CD enfonce le clou. Les Bédrine révèle dans un communiqué la famille Kandolo, branche paternelle de Blanche Tounassi, a exprimé publiquement ce doute sur les circonstances du décès de leur fille survenu récemment dans des conditions qu'elle juge, je cite,
trouble. Elle indique par ailleurs avoir gardé les silences jusqu'à présent, le temps de réunir les éléments qui la poussent à émettre un doute sérieux sur les circonstances réelles de cette mort. Autre chose dans cette affaire, Bédrine Kengeben, c'est toujours encore cette caricature de médias en ligne, Média Po, qui dit que les leaders d'une assemblée religieuse, Marcelo Tounassi, fait face à une vive polémique depuis son mariage survenu juste un an avant le décès inopé de sa femme, Blanche Candolo, entre la douleur encore vive de son ex-belle-famille et l'opinion publique en ébullition. Le prédicateur essuie des critiques. Certaines n'hésitent pas à l'accuser d'être impliqué dans la mort de la mère de ses enfants, telle que vous voyez derrière moi cette caricature, le remariage précipité de Marcelo Tounassi, suscite polémique et interrogation sur les circonstances du décès de son ex-épouse. Et là, vous voyez, lorsque le pasteur Marcelo tenait ses prédications avant la mort de Blanche, tout le temps parler de sa femme, ma chérie Blanche, ainsi de suite. Et ben voilà, aujourd'hui, il prie maintenant et il dit I love you. On se pose la question cette fois, et ben ce n'est plus Marcy, ce n'est plus Blanche, c'est plutôt Esther, sa nouvelle épouse. C'est donc une affaire à suivre, Nathan. Tout à fait, Bédrine Kengeben. Merci également pour cette sélection. C'est moi que je vous remercie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.